Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Prépa Bac, le podcast qui t'aide à préparer ton bac de SES, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur un sujet central du programme de SES, qui est la monnaie, la création, les politiques monétaires et les enjeux contemporains de cette notion de SES. On utilise tous de la monnaie chaque jour, que ce soit pour acheter un sandwich, régler un abonnement ou payer un loyer. On échange de la monnaie contre des biens ou des services. C'est un geste si banal, si quotidien, qu'on en oublie parfois de s'interroger sur la nature même de cet objet si central dans nos sociétés, de cette construction sociale. D'où vient la monnaie? Qui la crée? Pourquoi sa quantité est-elle si surveillée par nos institutions? Et surtout, quelles sont les conséquences des politiques monétaires modernes sur notre économie, notre société et notre avenir en règle générale? Ces questions fondamentales en sciences économiques et sociales nous emmènent au cœur des mécanismes parfois assez complexes mais passionnants de la monnaie. Il est temps de les explorer ensemble calmement. Commençons par une évidence souvent méconnue. La monnaie n'est pas seulement un objet matériel, c'est d'abord une construction sociale, fondée sur la confiance des individus en cette norme. Ce n'est pas un bout de métal ou un billet de papier qui a de la valeur en soi, mais plutôt la reconnaissance collective de cette valeur et de la somme qui a marqué sur ces bouts de papier, ces bouts de métal. La monnaie sert de moyen d'échange, d'unité de compte et de réserve de valeur. C'est cette définition. Ces trois fonctions essentielles permettent de fluidifier les échanges, de comparer les prix et de conserver une partie de sa richesse pour l'avenir, décaler un achat dans le temps. Mais venons-en à l'un des points les plus sensibles, la création monétaire, la création de la monnaie. Beaucoup pensent encore que seuls les États ou les banques centrales créent de la monnaie. En réalité, la plus grande part de la monnaie en circulation, plus de 90% dans les pays développés, est créée par les banques commerciales. Lorsqu'une banque accorde un crédit à un particulier ou à une entreprise, elle crée de la monnaie ex nihilo, à partir de rien. Elle inscrit simplement une ligne de crédit sur le compte du client et cette monnaie devient immédiatement utilisable au sein de l'économie. Ce mécanisme, parfois surprenant, repose sur le principe de la confiance et sur un cadre juridique et réglementaire fort et précis. Les banques ne peuvent pas prêter sans aucune limite, elles doivent respecter des règles de solvabilité, de fonds propres et être capables de répondre aux retraits physiques de leurs clients. C'est là qu'interviennent les banques centrales qui régulent et surveillent le système et les banques commerciales. La Banque centrale européenne, pour nous en Europe, pour ce qui concerne la zone euro, joue un rôle central dans ce mécanisme-là. Elle a pour mission principale de garantir la stabilité des prix dans la zone euro, c'est-à-dire de limiter l'inflation de la zone. Pour cela, elle utilise différents outils de politique monétaire. Les plus connus est le taux directeur. En augmentant ou en baissant ce taux, la BCE influence sur le coût direct du crédit pour les banques commerciales, et donc indirectement sur la quantité de monnaie en circulation. Une baisse des taux rend le crédit moins cher, incite les agents économiques à emprunter et à innover, et stimule la demande. A l'inverse, une hausse des taux vise à ralentir l'économie pour contenir l'inflation en augmentant le coût du crédit. Mais depuis la crise financière de 2008, puis celle de la zone euro, les banques centrales ont innové en matière de politique monétaire. L'un des instruments les plus marquants est le quantitative easing, ou l'assouplissement quantitatif. Derrière ce terme un peu technique se cache une stratégie assez simple. La banque centrale injecte massivement de la monnaie dans l'économie en rachetant des titres, et notamment des titres de dette, notamment les obligations d'État ou d'entreprise directement sur les marchés financiers. L'objectif, relancer l'économie en augmentant la liquidité disponible, en faisant baisser les taux d'intérêt à long terme et en soutenant la confiance des agents économiques dans la dette. Ces rachats de titres sont souvent de plusieurs centaines de milliards d'euros, visent à faire redémarrer l'investissement dans le pays, la consommation et à éviter la déflation, c'est-à-dire la baisse générale des prix qui peut paralyser une économie pendant un long moment. Prenons un exemple concret. Après la crise du Covid-19, la BCE a lancé un programme massif de rachat d'actifs, baptisé PEPP, Pandemic Emergency Purchase Program, pour éviter un effondrement de l'activité économique dans la zone. Grâce à ces mesures, les États ont pu continuer à emprunter à très bas coût pour financer des plans de relance, notamment le plan de relance Covid, et les entreprises ont pu bénéficier de conditions favorables pour se refinancer, à travers des crédits à taux très faibles, voire à taux zéro.
Mais ces politiques ne sont pas sans conséquences. D'abord, elles posent la question de l'efficacité. Toute cette création monétaire a-t-elle réellement permis de relancer durablement l'économie dans nos sociétés? Dans certains cas, les liquidités ont surtout profité aux marchés financiers, alimentant la hausse des actifs et les spéculations, l'immobilier, les actions, sans nécessairement irriguer l'économie réelle. Ensuite, elles peuvent générer des effets pervers. L'afflux de monnaie peut nourrir des bulles spéculatives, accentuer les inégalités patrimoniales et à terme provoquer une perte de confiance dans la monnaie au sein de la société. Et surtout, en maintenant artificiellement des taux très bas, les banques centrales réduisent la marge de manœuvre des épargnants. Elles rendent plus difficile l'évaluation des risques économiques réels. Enfin, ces politiques interrogent le rôle des banques centrales elles-mêmes. Longtemps indépendantes, cantonnées à la stabilité des prix dans leur zone, elles sont aujourd'hui poussées à agir pour soutenir la croissance, l'emploi, voire la transition écologique, ce qui, d'habitude, est plutôt l'ordre des États et de leur politique budgétaire. Doivent-elles élargir leur mandat? Doivent-elles coopérer plus étroitement avec les États au risque de brouiller la frontière entre politique monétaire et budgétaire et arriver à un recul à ce niveau-là? C'est là que les notions de SES prennent tout leur sens. Comprendre les mécanismes de création monétaire, c'est aussi comprendre le lien entre les institutions, les marchés, les choix politiques et les comportements individuels. C'est saisir pourquoi les banques ne prêtent pas toujours, malgré des taux bas, et pourquoi les entreprises hésitent à investir, pourquoi les ménages épargnent au lieu de consommer et diffèrent leur consommation dans le temps. Ce sont des choix microéconomiques imbriqués dans des dynamiques macroéconomiques plus complexes. Et il ne faut pas oublier les dimensions sociales de la monnaie. La monnaie, elle n'est pas neutre. Selon la manière dont elle est créée, distribuée, utilisée, elle peut forcer ou renforcer ou réduire les inégalités. Par exemple, si les banques prêtent davantage aux grandes entreprises et aux ménages déjà aisés, elles contribuent à accroître les écarts de richesse au sein de la société. Inversement, des politiques de crédit plus inclusives ou des mécanismes de redistribution monétaire peuvent soutenir les populations les plus fragiles. Il existe d'ailleurs des alternatives aux mécanismes classiques de création monétaire. On peut penser aux monnaies locales, euh, comme l'Eusco au Pays Basque ou la Gonette à Lyon, qui cherchent à relocaliser l'économie à travers un tissu réellement local de production. On peut aussi évoquer les monnaies numériques de banque centrale sur lesquelles travaillent activement la BCE, la Fed ou la Banque de Chine, et qui pourraient redessiner totalement le paysage monétaire mondial. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Quant au quantitative easing, il est aujourd'hui largement remis en question. Face au retour de l'inflation après 2022, les banques centrales ont commencé à remonter leurs taux directeurs, à réduire progressivement leur bilan, mais cela ne se fait pas sans douleur. Les ménages voient leur pouvoir d'achat fortement diminuer, les entreprises leurs coûts de financement augmenter et les dettes publiques deviennent plus lourdes à porter et explosent complètement dans nos sociétés modernes. Le dilemme est immense pour les sociétés. Comment lutter contre l'inflation sans casser la reprise économique post-Covid et post-crise? Comment garantir la stabilité monétaire sans sacrifier l'investissement public? Comment faire de la monnaie un outil au service de l'intérêt général et non un levier de spéculation et de concentration des richesses sur les marchés financiers? Toutes ces questions sont au cœur des débats contemporains autour de la monnaie et de son financement. Elles montrent que la monnaie n'est pas un outil technique, c'est un objet profondément politique, social et culturel. C'est une institution au sens fort du terme qui structure nos sociétés et reflète tous nos choix collectifs. Et pourtant, c'est aussi un sujet qui reste souvent abstrait pour beaucoup. Comprendre la monnaie, c'est pourtant se donner les moyens de comprendre les grandes dynamiques économiques qui façonnent notre quotidien. C'est aussi se préparer à réfléchir de manière critique, informée sur les politiques mises en œuvre et sur les alternatives possibles dans notre société. Car la monnaie n'est pas figée, elle évolue, elle s'adapte et elle se transforme. Peut-être que demain, imaginerons-nous d'autres formes de monnaie, plus évolutives, d'autres manières de financer l'économie, plus durables, plus équitables, plus démocratiquement. Mais pour cela, il faut commencer par comprendre ce qu'est réellement la monnaie et comment elle façonne le monde dans lequel nous vivons chaque jour. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast Prépa Bac jusqu'au bout. Je te souhaite de bonnes révisions et à bientôt pour un prochain épisode.